Vous écoutez le balado Connecté. Un balado qui va démystifier les saines relations à l'ère des réseaux sociaux chez les 12 à 17 ans. Ensemble, on va s'outiller à interagir avec les ados à l'ère du numérique. Ensemble, on va se connecter à la réalité des jeunes et des intervenants et intervenantes jeunesse. Mon nom est Caroline Coiré, intervenante psychosociale, et aujourd'hui, je reçois Marie-Michelle Ricard. Salut Marie-Michelle! Allô! Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Beaucoup de sujets à couvrir. Vraiment. Donc, avant toute chose, je vais prendre le temps de te présenter. Marie-Michelle Ricard, tu es psychoéducatrice, psychothérapeute, spécialisée en plein de choses, images corporelles, troubles alimentaires. Exactement. Déjà là, ça donne un peu le ton de tout ce qu'on va pouvoir aborder ensemble avec l'enjeu des réseaux sociaux chez nos adolescents. Oui. Donc, merci au nom du regroupement des maisons des jeunes d'être avec nous et de prendre ce temps-là, hein, parce qu'il faut le dire, là, c'est ton temps que tu prends pour aider les intervenants jeunesse à accompagner nos jeunes. Merci de l'invitation, mais je pense que c'est un sujet qui est tellement pertinent et qui est tellement nécessaire aussi que vraiment, c'est tout à ton honneur avec le podcast. Bon, mais merci. Donc, tu sais, je vais te partir ce straight, là. Enjeu des réseaux sociaux chez nos ados, images corporelles. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Je vais partir en courant. C'est à la fois quelque chose qui peut être très beau et très dévastateur. Je pense que c'est important. Tu sais, faut pas non plus tomber dans la fatalité puis dire il aurait pas fallu que ça existe puis on veut trouver la façon qu'il arrête d'utiliser les réseaux sociaux. C'est pas réaliste là, puis ça n'arrivera pas. Mais je pense que c'est vraiment important, puis je pense que c'est d'ailleurs le but aujourd'hui qu'on s'informe sur c'est quoi l'impact et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit une utilisation peut-être un peu plus intelligente. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Parce qu'effectivement, c'est plus responsable. Oui, parce que les impacts peuvent être assez négatifs sur l'image corporelle des jeunes et des adultes. Puis on en voit déjà beaucoup, là, ne serait-ce que dans mes cliniques, j'en vois beaucoup des jeunes qui consultent, on va en parler tantôt, mais qui peuvent pas publier une photo sans filtre, qui se trouvent jamais assez beaux, belles, minces, musclées, c'est ça. Donc ça a comme, de mon impression, j'ai hâte d'avoir ton avis, mais ça a changé les standards de beauté, puis ça les influence énormément. Donc, ça l'ajoute une pression aussi, une grande pression, parce que dans le fond, l'image corporelle, là, ça se bâtit à travers plusieurs facteurs différents. Fait que c'est pas juste de la faute aux réseaux sociaux non plus. Okay? L'image corporelle, c'est la perception que les jeunes ont de leur corps. Est-ce que c'est un beau corps? Est-ce que c'est un corps qui est avec trop d'imperfections selon leur goût? Est-ce que les jeunes se sentent à l'aise dans leur corps? Qu'est-ce qu'ils font avec leur corps? Sont-ils capables d'identifier les besoins de leur corps? D'y répondre d'une façon adéquate. Fait que c'est assez complexe à la base, l'image corporelle. Puis, les réseaux sociaux, en fait, ce qui arrive avec les images qui sont présentées, c'est qu'ils vont aller influencer la conception qu'on va avoir de ce qui est beau et ce qui est pas beau. Ouais. La beauté puis la laideur, en fait. Ouais. Alors, le fait d'être exposé à répétition, à des images, tu parlais de filtres tantôt, donc à des images qui ne représentent pas la réalité, mais ça va en fait influencer le standard que le jeune va vouloir atteindre. Ah, OK, c'est ça que le corps devrait ressembler. Ah, OK, le visage, les fesses, les cuisses, les hanches, le ventre, les bras. OK, c'est comme ça que ça devrait être. De là, la pression à modifier son corps, appliquer un filtre parce que c'est tellement honteux pour moi ou malaisant de montrer mon vrai corps. Alors, tout ça pour dire qu'à la base, c'est vraiment important de savoir que ça l'ajoute beaucoup de pression puis que ça l'influence la conception qu'on a de la beauté d'un corps. Puis, ce développement-là de la conception part bien avant l'adolescence. Oui, vraiment. Dans le fond, à la base, là, ça commence en petite enfance, puis même qu'on pourrait reculer puis dire, dans le fond, ça commence, c'est comme la poule ou l'œuf, là, ça commence dans le ventre pendant la grossesse, puis déjà là, ben avant, l'image corporelle des parents a aussi un impact, fait que ça commence le plus tôt possible à travers certains facteurs génétiques, mais des facteurs environnementaux aussi, des facteurs sociaux, et à travers les expériences que l'enfant qui va devenir ado va vivre, là, il va avoir cette espèce de construction-là d'image corporelle et fort possiblement d'insatisfaction corporelle aussi. Puis, tu sais, à chaque époque, il y a comme les standards qui changent aussi, là. Mais, tu sais, mettons, je recule juste à
quand j'étais au secondaire, ben, je me comparais avec le monde de l'école. C'est ça, exactement. On avait pas ça, on avait MSN là, dans ce temps-là. Donc, c'était comme nouveau. Tu pouvais mettre ta face là, dans MSN. C'était comme... Exactement. Oui. Là qu'on se comparait. Puis j'avais les revues cool. Oui. D'aujourd'hui. C'est ça. Donc, tu sais, aujourd'hui, on a accès partout, tout le temps. Les images nous sautent d'en face, même quand on les demande pas, là. Oui, mais tu vois, ce que tu dis, c'est que ça a toujours été présent. Ouais. La comparaison sociale, c'est un concept qui est en fait, qui est tout à fait normal. Hein? Souvent, dans les formations, je vais démystifier l'attente ou le besoin de ne plus se comparer. C'est impossible. L'être humain, il se construit en se comparant. En tout cas, si tu connais l'intervention qui fait en sorte que la personne ne se compare plus pantoute, j'aimerais bien ça la connaître parce que ça ne marche pas. Mais fait que dans le fond, c'est important de savoir que c'est normal. Dans le développement d'un enfant, d'un ado, la comparaison va en faire partie, mais il faut faire attention, par exemple, il faut comprendre comment cette comparaison-là fonctionne. Puis ce que tu dis, c'est que même si on recule, v'là 20 ans, v'là 30 ans, v'là 50 ans, bien, l'image corporelle existait pareil. Il y avait peut-être moins d'insatisfaction corporelle, par exemple, parce que l'exposition, un des facteurs, c'est pas le seul, mais un des facteurs était moins présent. Mais on trouvait quand même le moyen de se comparer, puis les standards de beauté ont toujours existé, mais ils changent, comme tu dis, à travers le temps. Mais là où ça devient intéressant, c'est que peu importe l'époque, à partir du moment qu'il y en a des standards, puis dans le fond, toutes les cultures ont leurs propres standards, ce qu'on voit, c'est que la population va être tentée de développer son corps, de modifier son corps pour atteindre ces standards-là. OK. Puis, tu as dit un mot, là, insatisfaction corporelle. Oui. Ça ressemble à quoi un jeune? C'est quoi les critères qui me disent qu'un jeune est insatisfait? Où la limite entre bon, je trouve que ça, c'est pas top et je suis insatisfait de mon image corporelle? Oui, il n'y a pas vraiment de critères, en fait. L'insatisfaction corporelle en soi, c'est le fait de ne pas être satisfait. Alors, je l'aime pas, je l'aime moins, je ressens des émotions désagréables en lien avec cette partie corporelle-là, au singulier ou au pluriel. Alors, dans le fond, j'aime mieux parler d'insatisfaction légère jusqu'à sévère. Et c'est là où est-ce qu'on va voir, OK, quand ça devient sévère, ça veut dire que c'est pas juste une partie corporelle que j'aime pas, c'est probablement plusieurs parties. Peut-être que c'est mon corps en entier que j'aime pas. Donc, les insatisfactions sont très présentes et déclenchent une détresse. Fait que me regarder le matin puis me sentir insatisfait ou insatisfaite, c'est pas je passe à d'autres choses, puis dans le fond, la vie est belle. C'est comme si ça devient un poids ou un boulet que je vais traîner, puis là, ça prend tellement de place dans ma tête, donc dans mes pensées, dans mon cœur, donc mes émotions, dans mes comportements, que finalement, ma vie tourne alentour de ces insatisfactions-là, parce que je parlais de détresse, c'est tellement pas le fun d'être insatisfait de mon corps que par mécanisme de survie, puis peut-être même sans m'en rendre compte, je vais développer des comportements dont la fonction va être de diminuer cette détresse-là. Qu'est-ce que je peux faire pour être moins insatisfaite? Je vais-tu passer 2 heures à me peigner différemment, à me maquiller, à essayer d'effacer toutes les choses que moi, je perçois comme étant des imperfections, à changer de vêtements, à rechanger, puis finalement, ça fait que j'ai comme une routine hyper compliquée, mais dont la fonction, c'est ressentir moins de détresse par rapport à mon corps. Ça, c'est une insatisfaction qui est assez sévère. OK. Puis j'ai fait un podcast avec Céline Lamy, qui est pédopsychiatre, puis elle parlait de la dysmorphie corporelle, puis elle parlait principalement des jeunes filles qui vont aller toute la journée revoir une publication qu'elles ont faite pour voir si elles sont toujours aussi belles. Ouais. D'aller valider, même parce que tu l'as mis ta photo, tu le sais, là, à quoi tu ressemblais, mais d'aller revoir pour être sûr que ça correspond encore à ce qu'elles veulent être ou représenter. Ouais. Toi, tu penses quoi de ça? Bien, en fait, c'est là que ça devient intéressant parce que la détresse, elle est assez élevée dans la dysmorphie corporelle. Parce que si on parle du trouble de dysmorphie, on est dans la catégorie des TOC. Alors, il y a une obsession qui est le défaut qui est soit réel ou imaginé. Fait que des fois, il y a peut-être réellement un bouton qui m'achale, mais des fois, il n'y en a pas de nez croche, mais je le vois croche. Alors, il y a une obsession reliée à certains détails corporels, majoritairement au niveau du visage, mais c'est pas obligatoire, ça peut être aussi ailleurs
au niveau du corps. Puis la compulsion que je vais développer, ça va être justement une espèce de forme de réassurance. C'est-tu si croche que ça? Y es-tu là? Y paraît-tu? Y es-tu correct? Est-ce que ma photo était vraiment correcte? Je vais aller la revoir. Est-ce que finalement, je sais pas, j'avais-tu vraiment regardé mes sourcils? Comment j'étais placée? Fait que là, il va avoir cette forme-là de compulsion qui vise à faire diminuer l'anxiété ou l'obsession qui est reliée à des défauts corporels selon la personne. OK. Puis je présume d'aller voir, puis autant les jeunes que j'accompagne, ceux que j'ai rencontrés dans le cadre du projet, ceux que j'accompagne depuis des années dans les écoles, quand ils font ça, d'aller revalider en même temps, tu vois à mesure combien de likes que tu as eu, combien de commentaires que tu as eu. Mais comment le jeune fait pour... Je m'auto-réponds, là, mais il ne peut pas ne pas être influencé par ça. Non, exactement. Tu fais une nouvelle photo, une nouvelle posture, ou je dis n'importe quoi. Tu mets un nouveau fil qui t'amincit. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années. Ma soeur m'a envoyé ça, elle dit check ça, ça n'a pas de sens. Je pouvais m'étirer le cou, je pouvais m'amincir le visage, je pouvais changer la couleur de ma peau, je pouvais grandir mes yeux, je pouvais tout me changer. Mais là, imagine, je l'utilise ça pour la première fois. Je vais l'essayer, puis j'ai comme 4 fois plus de likes. Quel message ça m'envoie? C'est le monde aime ça. Ce que tu décris, là, c'est pavlovien, là. C'est le renforcement classique, là. C'est aussi simple, mais aussi pervers que ça. Parce qu'une fois qu'on commence dans les filtres puis dans les modifications de photos, c'est comme s'il y a un effet de non-retour qu'on observe aussi. C'est-à-dire que je vais en mettre de plus en plus, mais à un moment donné, c'est que je ne pourrai plus jamais poster, publier une photo réelle de moi parce que l'écart entre la vraie photo pas modifiée puis la photo avec des filtres, l'écart a comme grandi de plus en plus. Fait que c'est comme impossible de revenir en arrière pour moi puis de montrer la vraie photo parce que ça va tellement être malaisant pour moi, la honte que je vais ressentir, la colère peut-être que je vais ressentir. Fait que c'est l'effet pervers, je trouve, avec les likes, comme tu dis, puis l'utilisation de filtres. Puis c'est sûr que si tu modifies ton image, après tu te regardes dans le miroir, même quand tu es seul, et tu es insatisfait. Je me suis créé un standard que je n'atteindrai jamais. Exactement. Donc, exactement. Comment on fait pour aider les jeunes dans le contexte où tout est là pour leur proposer de modifier leur image? Ben oui, c'est comme si on leur donne puis on leur dit utilise-les pas, là. Mais voici, il y en a un autre. Mais utilise-les pas, par exemple. Mais quand même, je pense que la base, c'est vraiment, il faut passer par l'éducation. Il faut qu'on leur en parle. Il faut qu'on regarde, premièrement, c'est quoi le besoin? Parce que là, ce qu'on sait, ou une des choses qu'on sait, c'est qu'ils aiment ça, les réseaux sociaux, puis ils en ont besoin. Parfait. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin pour regarder, mais c'est quoi ton besoin réel? Tu réponds à quoi quand tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un besoin social, donc d'accessibilité des autres personnes, d'échanger, de te sentir soutenu, sentiment d'appartenance? Ce sont tous des besoins fondamentaux, là, ça. Fait que ça, c'est important. Mais après, l'éducation qui est nécessaire, je pense, c'est vraiment de leur expliquer en quoi ça peut être néfaste. Fait qu'on peut parler de temps passé devant ces écrans-là, mais on peut parler d'utilisation des filtres, entre autres, et des conséquences sur, puis pas juste sur l'image corporelle, mais sur leur estime, sur la détresse corporelle aussi qui est augmentée avec cette utilisation-là. Alors, on fait de la prévention en même temps, puis on essaie de regarder aussi de quelle façon est-ce qu'on pourrait utiliser les réseaux sociaux d'une façon différente. Tu sais, je pense qu'en table ronde, en faisant juste un simple test, à savoir après telle expérience, pour vrai, tu te sens comment? Bien, on aurait des réponses qui sont un peu « je me sens pas super bien, je me trouve plus grosse qu'avant, je me suis comparée, puis il me semble que mon humeur était comme plus dépressive après ». Quand on a des discussions comme ça avec les jeunes, ça fait prendre conscience que finalement, bien, je me sens pas super bien quand j'utilise les réseaux sociaux de cette façon-là. Donc, c'est de créer des discussions ouvertes. On propose un sujet, on en parle. Puis, est-ce que tu es d'accord qu'on n'est pas obligé de cibler des jeunes qui sont concernés par ça parce qu'au final, ça concerne tout le monde? Bien, c'est ça, je m'en allais dire. En fait, oui, on va les cibler, mais ils sont tous concernés. Alors, l'idée, c'est pas d'aller faire une espèce d'échantillon des personnes qui démontrent, qui expriment la plus grande insatisfaction corporelle. C'est pas grave, ça. L'important, c'est de cibler les jeunes en général, puis de leur en parler, puis de regarder avec eux qu'est-ce qui se passe vraiment quand on utilise les réseaux sociaux de cette façon-là. Puis,
Fait que, tu sais, dans le fond, il y a comme un côté éducation, voici ce qui se passe. Par rapport au filtre, mais par rapport aussi à la publicité, à l'adolescence, ils sont capables de comprendre comment la publicité fonctionne. C'est quoi le marketing, là? Comment ça se fait que tu as reçu cette annonce-là, toi? Puis qu'est-ce qu'ils essayent de faire à travers cette publicité-là? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Fait que, tu sais, d'essayer vraiment de se mettre... c'est un peu bizarre à dire, mais c'est comme développer je vais dire le mot empathie, mais ça fait vraiment bizarre, mais c'est comme développer l'empathie pour la compagnie. Là, évidemment, je parle de compagnies là, qui vendent, qui sont toutes dans la culture des diètes, là, pour être capable de se mettre à leur place, se mettre dans leurs souliers, puis aller voir, parfait, qu'est-ce que tu penses qu'ils font en faisant ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qui cible? Pourquoi ils ciblent cette clientèle-là? À l'adolescence, ils sont capables de réfléchir comme ça, puis de développer leur pensée critique en la matière va les aider à voir le jeu différemment. Fait que ça, c'est important. Après, on utilise, depuis tantôt, je dis de la bonne façon les réseaux sociaux. Fait que là, on veut faire le ménage des pages d'abonnement. Vraiment, il y en a qui vont s'en aller, mais il y en a qui vont arriver. C'est là où est-ce qu'on va voir comment est-ce que ça peut être une bonne utilisation. C'est ça, parce que quand on regarde, c'est ça, comme tu dis, ce à quoi on est abonné, tu sais, on peut vite commencer à se rentrer à bédaine quand on suit des filles en maillot toute la journée, là. Oui, puis pour vrai, là, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. Même en tant qu'adulte, il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte. Des fois, j'en ai en consultation, puis on parle justement de, bon, je pense que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. OK, ouais, on parle de ça. Puis des fois, quand on fait juste un petit test de, ça te tente-tu de calculer sur une période comme une journée ou 2-3 journées, calcul, là, on fait vraiment comme une espèce de monitorage, là, puis on dirait que là, il y a une prise de conscience. OK, je savais que j'étais beaucoup, mais comme là, ouais, autant que ça, tu sais, c'est des heures et des heures, là, quand on additionne toutes les minutes puis toutes les périodes, où est-ce que j'ai juste défilé, puis ça devient comme un acte automatique, hein? Ouais. Ça défile, ça défile, ça défile. Mais cet acte automatique-là, là, ton cerveau, il les capte, les images, et c'est là que ça a un impact. Puis ça n'a pas un impact après 4 heures d'exposition, là. Ça a un impact après quelques minutes d'exposition. Fait qu'imagine si tu l'as exposé pendant 5 heures, pendant ta journée. Puis 5 heures, 365 jours par année. Oui, exactement. On crée des vrais besoins là, chez les gens et chez les jeunes là, ici. Tu sais, même juste qu'on parle de créer un Insta-Kid, là, Instagram pour les enfants. C'est écœurant, là. Je veux dire, j'espère que ça va bloquer et que ça va être refusé, là. Définitivement. Je pense qu'il va y avoir quand même un lever de bouclier là, quand ils vont être rendus un petit peu plus loin dans leur projet, mais ça pourrait quand même passer. Puis c'est là où est-ce que je trouve les intervenants puis les parents ont définitivement un rôle à jouer. Puis je me répète, là, mais il faut sortir de l'espèce de discours de « Ben oui, mais t'as juste à pas y aller dessus. » Ouais. Non, ça marche pas, ça. Ils vont pareil. Là. De toute façon, ils vont y aller, puis ils vont continuer d'y aller. Ils vivent dans un monde numérique. Puis comme tu as dit, il y a des belles utilisations qui sont faites de ça. Donc, il y a des belles choses à faire, mais il y en a aussi des moins bonnes qui ont des impacts, mais en même temps, de leur dire c'est bon, c'est pas bon, ils s'en foutent si ça vient pas avec un « je vais t'expliquer le raisonnement derrière » et tu choisis pas parce que tu as la capacité de comprendre et de faire des bons choix pour toi. Exactement. Puis ça... pour que ça se passe, ça. Je suis entièrement d'accord. Ça, là, on a du pouvoir là-dessus, puis le message, il va beaucoup plus passer. Tu sais, quand je te dis « fais pas ça, c'est pas bon pour toi », ça vient de finir là. Mais si je m'assois avec toi, puis qu'on se permet vraiment de parler ouvertement d'un sujet, puis que je t'écoute, c'est quoi tes besoins, qu'est-ce que tu vas chercher, puis je contribue au développement de ta pensée critique, bien, je te fais confiance. Puis à l'adolescence, on a besoin de faire confiance à nos jeunes. Nos jeunes sont en quête d'identité, sont en processus d'autonomisation. Je prends ma vie en main, je deviens une personne à part entière. Alors, je pense qu'on mise là-dessus quand on leur explique, puis on leur enseigne, voici ce qui se passe. Oui. Puis, tu sais, c'est comme je te donne les deux côtés. Après, tu feras ton choix. Parce que justement, je te fais confiance, mais je vais te donner toutes les informations que tu as besoin pour que tu sois capable de faire un choix éclairé. Puis, souvent, les parents et les intervenants vont dire, bien, ils sont tout le temps sur leur appareil, puis on essaie de les sortir de l'appareil. Puis tous les podcasts que j'enregistre là, pour le balado, ça revient au même.
intéresse-toi à ce qu'il fait dessus. Mm-hmm. Ça va créer de la relation, tu vas mieux le comprendre, tu vas pouvoir l'outiller, tu vas pouvoir l'éduquer, tu vas être plus sensibilisé à sa réalité. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas comprendre que tu ne savais pas pantoute. Tu sais, ça va faire son bout de chemin. Mais je rajouterais une autre chose, par exemple. Ça, je suis entièrement d'accord, définitivement, parce qu'on n'arrête pas de dire que ça va rester là, les réseaux sociaux, jusqu'à temps que ça soit la prochaine vague de je sais pas trop quoi, là. Fait que oui, parfait. Fait que oui, on s'intéresse à eux, à leur utilisation, mais parallèlement, on fait quelque chose avec eux qui n'est pas lié aux réseaux sociaux. Fait que de dire bouge plus, sors dehors, écoute, ça fait longtemps que ça marche plus cette affaire-là. Mais si, tu sais, je suis là puis je te dis viens-t'en, on s'en va ensemble, on crée une activité ensemble. Puis là, ben je sais que c'est plus des enfants, là, fait qu'on n'ira peut-être pas se lancer le ballon dans le cours, là, mais on va faire une activité ensemble. Fait que là, c'est pas juste que je m'intéresse, je m'implique avec toi. Oui. Je m'investis dans ta vie parce que tu es important. Fait que parallèlement, ça prend vraiment les deux. C'est ça, puis il faut équilibrer les relations en ligne, les relations hors ligne, parce que beaucoup trop de jeunes pensent que c'est suffisant d'avoir des relations en ligne, puis ils comparent ça comme si c'était deux pommes. On sait que c'est des pommes et des oranges, mais je pense qu'on peut utiliser ça pour créer de la relation, pour qu'il ait envie de participer aux activités. Parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui mettent leur âme dans une activité, puis qui sont tellement déçus que les jeunes ne participent pas, mais il n'y a pas eu assez de lien qui s'est développé pour que le jeune ait envie de fermer son appareil puis de venir participer à l'activité parce que ça génère de l'anxiété d'être en face à face. Oui. Vivre de la vraie relation, là. Oui, mais tu viens de le dire, donne-lui envie de fermer son cellulaire. Ça, c'est la job aux parents, aux intervenants. Oui. Puis, je vais nous ramener comme 2 pas en arrière. Je ne sais même pas si... je présume que tu peux répondre à ça, mais est-ce que statistiquement, il y a une différence entre l'insatisfaction corporelle chez les gars et chez les filles sans... là, je parle pas tant de... Ils peuvent s'identifier dans les catégories qu'ils veulent, là, mais statistiquement, qu'est-ce que ça dit? Que les filles sont plus à risque que les gars, mais que les gars sont quand même insatisfaits. Ils sont pas nécessairement insatisfaits des mêmes parties corporelles. Fait que les standards de beauté, en fait, sont différents selon les genres. On n'attend pas la même chose de la fille que du garçon. C'est une différence au niveau des genres. Par contre, on pense aussi que le taux d'insatisfaction chez les gars est peut-être sous-estimé. Ce qu'on observe, c'est qu'il semble augmenter depuis les dernières années. OK. Fait que peut-être qu'on... Comment? As-tu une idée pourquoi? Oh, bonne question. Tu sais, je pense qu'on s'ouvre davantage à ces problématiques-là. Alors, je serais intéressée de savoir, est-ce que c'est une réelle augmentation ou est-ce que c'est une augmentation qui est conséquente au fait qu'on en parle plus et donc qu'on pose davantage la question? Peut-être un mix des deux. Mais les standards sont là, autant pour les femmes que pour les hommes. Et puis, je pense que c'est un problème en soi, peu importe le genre. Oui, oui. Puis, est-ce qu'il y a des interventions différentes pour les hommes et pour les femmes? Pas tant. Les interventions sont très semblables. Des fois, peut-être au niveau des activités qu'on va vouloir développer, peut-être qu'il pourrait avoir certains goûts ou besoins qui seraient différents, mais les interventions sont pas mal semblables. Puis en fait, ce qu'on réalise aussi, c'est que peu importe le genre, ça commence de plus en plus tôt. Donc, on est rendu en petite enfance. Moi, je dis souvent dans mes conférences, on peut plus aller plus tôt. Là, on est rendu le plus jeune possible. Fait que c'est définitivement un problème. Mais non, les interventions sont vraiment semblables. OK. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on mixe les groupes ou est-ce qu'on sépare les groupes? Est-ce que les filles et les gars sont à l'aise de parler de ça ensemble? Oh, c'est une bonne question. Je pense que les deux peuvent avoir des avantages puis des inconvénients. Quand on sépare les groupes, je pense qu'il peut y avoir une espèce de biais qui peut avoir lieu ou de jugement ou de préjugés ou est-ce qu'on, je sais pas, j'aurais tendance à vouloir les mixer pour les interventions qui sont plus axées sur des activités, sur le fait de bouger, sur des ateliers d'éducation, d'information. Quand on est peut-être plus dans des groupes où est-ce qu'on attend un certain dévoilement quelconque, peut-être que là, il serait tenté de vouloir être avec des petits groupes du même genre, mais je sais pas, je suis partagée. Je sais pas. Des avantages, des inconvénients, mais de toute façon,
surtout là, dans le contexte où on parle de l'influence des réseaux sociaux sur l'image corporelle, on peut mixer assurément, puis en faire une activité de sensibilisation pour tous, là, parce que définitivement. ça concerne tout le monde. Oui. Je pense des activités qu'on peut mener avec des jeunes, juste leur montrer une photo avec un filtre, puis jouer à est-ce qu'il y a des filtres ou pas. Je veux dire, tout le monde peut jouer à ça. Oui, définitivement. C'était même au jeu de... C'est une activité qui avait déjà été faite, ça, il y a bien des années. Puis c'était, mon Dieu, au début peut-être des réseaux sociaux, ou en tout cas avant Instagram, puis c'était comme une image de magazine. Et le but du jeu, c'était, peux-tu identifier sur la photo qu'est-ce qui a été modifié? Puis c'était vraiment pas une photo là, comme mon Dieu, ça paraît au bout. Non, il fallait comme que tu regardes vraiment. Puis des fois, il y avait aussi des parties que tu te serais pas douté. Puis ben oui, regardons, ça l'avait été modifié. Puis ça, c'est une activité qu'on aime faire parce que justement, on est dans le développement de la pensée critique. Va voir plus loin, pose-toi des questions, remets en question l'idéal de beauté, le modèle unique de beauté. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'on est d'autant plus à l'ère où on doit conscientiser parce qu'il y a de l'info qui arrive de partout, puis on la contrôle pas. Puis combien de parents savent même pas ce que les jeunes consultent. Puis ça devient mêlant pour tout le monde. On ne sait plus qui croire, quoi croire. Il y a eu une espèce de vague, là, il y a une couple de mois, où est-ce que les professionnels mettaient beaucoup d'accent sur si vous voulez des conseils, consultez un professionnel. Puis, monsieur, madame, tout le monde, que ça y a tenté un dimanche matin de te donner un conseil parce que peut-être que le conseil est bon, puis peut-être qu'il n'est pas bon non plus, tu ne le sauras jamais. Mais si tu fais affaire avec un professionnel qui est membre d'un autre professionnel, bien, on le sait que Puis en fait, c'est bien rare qu'on va avoir des conseils parce que dans le fond, il faut faire une évaluation de tes besoins, il faut faire un plan d'intervention, il faut qu'il y ait une structure quelconque. Mais c'est une espèce de sensibilisation pour essayer justement d'arrêter d'être une éponge puis de boire tout ce qui est dit parce que nos jeunes sont influençables. Puis c'est tout à fait normal. Alors, ils ont besoin de nous pour, là, je me sens bien redondante, mais c'est vraiment important, développer leur esprit critique, les aider à réfléchir. Puis qu'est-ce qu'on fait quand... Parce qu'évidemment, on doit développer leur esprit critique. Comment on fait à la fois le développement de l'esprit critique puis comme récupérer quand un jeune est rendu que maudit qu'il se trouve lettre, puis qu'il a l'impression qu'il ne sera jamais comme les autres, il ne sera jamais satisfait, puis que ça l'amène en dépression, en de l'anxiété, des troubles alimentaires, idéation suicidaire, ça va loin. Oui. Bien, c'est que là, on n'est pas seulement dans un objectif de prévention, on est plus dans du curatif, mais il n'est pas trop tard, là, parce que c'est pas mal ça, nos jeunes, là. Fait que c'est toutes des interventions en parallèle. On va faire de l'éducation, on va développer la pensée critique, mais là aussi, si je prends, mettons, ton cas, il va falloir faire une intervention qui va être plus ciblée sur, on va aller comprendre comment ça se fait que tu as développé cette insatisfaction-là, on va regarder les comportements en ce moment que tu as mis en place, parce qu'il y a des comportements, sans t'en rendre compte, qui te maintiennent dans ces préoccupations-là, dans une insatisfaction-là. On va essayer de flexibiliser au niveau mental, au niveau psychologique, le modèle unique de beauté. On va essayer de se refaire un modèle où est-ce que c'est diversifié. On va probablement t'enseigner la diversité corporelle, l'alimentation intuitive. Et avec le temps, ça se place, ces interventions-là, avec le temps, puis là, je ne sais pas combien de temps parce que ça dépend de la situation de tout le monde, mais c'est des interventions qui fonctionnent. Donc, il y a certaines personnes qui vont aller consulter, puis qui vont vraiment s'investir dans une démarche plus thérapeutique avec peu importe quel professionnel. On n'est pas obligé d'aller consulter non plus. C'est des fois des interventions où est-ce qu'on est plus du type self-help, là, je ne sais pas trop c'est quoi en français, là, des guides d'auto-soins. Ça peut faire une différence aussi. En intervention, on peut travailler ça. Tu as parlé des comportements qui nous maintiennent dans ces problématiques-là. Tu as des exemples de ces comportements-là? C'est tous les comportements, en fait. Tu sais, tantôt, quand je disais, quand on est insatisfait, ça crée un malaise, une espèce d'inconfort. Puis pour diminuer ça, on va mettre des comportements en place. Okay. Alors, ça peut être comme le fait de me peser régulièrement, de me scruter devant le miroir. Ça peut être la restriction alimentaire. J'essaye de ne pas manger X, Y, Z parce que j'ai l'impression que ça me fait prendre du poids. Fait que c'est tous des comportements de surveillance corporelle, de contrôle corporel, d'évitement corporel. On a des jeunes qui ne veulent pas s'habiller en camisole ou qui ne veulent pas mettre de shorts parce que X, Y, Z. Là, mon gras paraît trop, j'aime pas ma forme.
Alors, puis il y en a beaucoup là, de ces comportements-là. Puis l'idée, c'est vraiment pas de donner comme une liste, là, parce que des fois, ça fait un effet Non, c'est ça. c'est un effet pervers, là. Mais en fait, l'important pour les personnes qui vont t'écouter, c'est de se questionner à savoir est-ce que ça se peut que j'aie des comportements comme ça qui visent à contrôler mon corps, qui visent à le modifier d'une certaine façon. Et si oui, c'est important de savoir que ces comportements-là, ça fait juste tourner la roue. Alors, ça te maintient dans une préoccupation. Tu es préoccupé. Mon corps est-tu correct? Mon corps, est-ce que mon poids est correct? Faut que je fasse attention. Alors, c'est ça des préoccupations, une espèce de cassette là, qui joue en boucle là, tout le temps. C'est tannant. Puis c'est ça, des fois, quand mettons, on fait une carte là, de ce qu'il y a ce qu'ils ont dans leur tête, là, on dit quelle place ça prend. Puis des fois, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on s'imaginait parce que ça, c'est ce qu'ils nous disent. Mais pourtant, ce qu'ils vivent, ça peut être encore plus grand que ce qu'on nous, on perçoit. Ah, définitivement. Puis je pense qu'on ne serait pas surprise qu'il y en ait qui nous disent que c'est comme toute la tarte au complet, là, qui y pensent tout le temps. Ça se peut. Ça se peut, mais c'est pas normal. Non, c'est ça. Puis ça, il faut le dire. Oui, oui. C'est ça. Sans être prescriptif, parce que je suis tout à fait d'accord, si t'es pas un professionnel qui a les compétences de travailler ça, garde-toi de conseils et de recommandations, éduque-toi, puis éduque au mieux le jeune qui est devant toi. Puis surtout, on veut pas que les intervenants jeunesse aient la pression de connaître ces interventions-là. Il faut référer, il faut s'outiller, mais il y a assurément des choses à faire et à pas faire. Ah, définitivement. Puis c'est là où c'est important aussi d'outiller tout le monde, parents, y compris intervenants de dans le fond, toute la population. Parce que même si on n'est pas dans des interventions spécifiques, ciblées, qu'on retrouverait dans un suivi plus régulier, il y a beaucoup de discours, de messages qui sont envoyés, puis sans s'en rendre compte, on nuit. Comme par exemple, ben oui, mais tu sais, si tu as de la misère à te retenir là, quand tu manges des chips, ben peut-être faudrait que tu en achètes moins souvent. Ça peut être dit d'une façon hyper bienveillante. Je suis certaine que je suis en train de t'aider. C'est logique dans ma tête, ça fait du sens. Puis c'est contre-indiqué, cette intervention-là. C'est de la restriction. Ça va maintenir un contrôle alimentaire. Alors, sans s'en rendre compte, il y a des messages comme ça. Par rapport au poids, il y a tellement de stigmatisation par rapport au poids dans la société. Puis il y en a une grande partie qui n'est pas consciente. Ben, tu sais, il faut juste fais juste attention à ton poids pour pas qu'il devienne trop élevé, tu sais, mais comme en bas de ça, c'est correct, là. Non, c'est pas une bonne intervention, ça. C'est un jugement sur le poids et ça l'envoie le message que le poids est contrôlable, que c'est vraiment mal d'être en surpoids, X, Y, Z, là. Et la santé est très mal comprise, là, hein, aussi. Puis il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils quand clairement, ils n'ont pas les compétences pour le donner. Mais tu sais, je me rappelle juste au secondaire, quand ils m'avaient peint le gras pour calculer mon IMC, là, hey, j'ai eu honte pendant longtemps. Puis pour autant, au secondaire, j'étais très mince, là, tu sais. C'est tellement traumatisant. Je m'étais tellement penchée, je m'étais pincé plus de peau, que mon IMC était très haut, puis je pensais que je devais moins manger. Mais il n'y a personne qui m'a dit c'était quoi un IMC, c'était quoi de la santé, c'était quoi. Puis là, après ça, j'essayais de calculer mes calories. Puis ma mère, pensant bien faire, elle me disait on va les calculer ensemble. Si t'ont dit à l'école que j'étais à la limite d'être un petit peu trop. Fait que là, je m'achetais des petits plats congelés parce que je pouvais calculer combien je mangeais de calories. C'est parce que j'avais juste 16 ans, là. Je comprenais rien de ce que je faisais. Mm-hmm. Tu sais, donc, il y a tout ça, des choses qu'on fait sans réfléchir à l'impact que ça a, pensant les faire. Exactement. Puis tu sais, j'ai le goût de te dire, même les professionnels de ce monde, il y a plein de réponses qu'on n'a pas encore. C'est tellement complexe, la santé, c'est tellement complexe, le poids. On est en 2022, on est encore en train d'apprendre, puis on n'aura jamais fini d'apprendre. Fait que c'est même compliqué pour les professionnels spécialisés. Fait qu'imagine, on peut pas s'attendre que tout le monde soit spécialisé à ce point-là, mais il faut quand même s'informer. Puis je pense qu'on a vraiment une responsabilité en tant que parents, en tant qu'intervenants, de protéger nos jeunes contre une obsession du poids. Oui. On peut-tu vivre ensemble? On peut-tu, tu sais, se centrer sur toutes nos qualités, nos compétences, nos habiletés, laisser le poids de côté? Pour vrai, on est rendu là, on peut-tu, s'il vous plaît, lâcher ce morceau-là, vraiment. Puis on est beaucoup plus important qu'on pense. Parents, grands-parents, famille élargie, monsieur, madame, tout le monde, là, vraiment. On a un rôle très important à jouer. Puis l'expérience que tu partages,
c'est extrêmement triste à quel point tout le monde en a. Ouais. Cette expérience-là, dans le cours d'édu, là, tellement de personnes nous en partagent. Puis d'autres expériences aussi, des fois avec des professionnels de la santé aussi, qui ont mal compris, qui n'ont pas voulu mal faire, mais qui ont véhiculé des jugements. Ça laisse des traces. Vraiment, vraiment. Ça, je pense que le poids devient obsédant quand tu comprends pas l'impact. Ou, ça devient obsédant d'abord, mais quand tu comprends pas la santé, tu vois ça comme un indicateur de santé ou pas. Mm-hmm. Il y a tellement d'autres facteurs. Donc, puis là, ça sera un autre sujet d'autres podcasts de pourquoi on n'enseigne pas la santé. On enseigne beaucoup à comment traiter les problèmes de santé, mais enseignons la santé. Définitivement. Donnons les moyens d'être en santé, de comprendre l'alimentation, de comprendre le sport. Puis nécessairement, il y aura moins de problèmes qui vont en découler parce que ça va être des choix conscients qu'ils vont faire. Puis ils vont être responsables. Puis là, on se fait garrocher des affaires qu'on comprend pas. On sait pas si c'est bien ou pas. On enlève des cours d'éducation physique, mais on leur dit de bouger plus. Il y a des applications de tu rentres la nourriture que tu manges, tu rentres ton sport, puis ça te fait gagner genre des étoiles ou c'est épouvantable. Mais ça me fait penser, tu sais, on parlait de faire le ménage là, des réseaux sociaux. Ouais. Les abonnements, c'est une chose, mais les applications, c'en est une autre. Et définitivement, on peut se permettre de dire, cette application-là, là, voici ce que ça t'apporte, puis voici ce que ça te coûte. C'est ça. Parce que définitivement, toute application de contrôle alimentaire, contrôle de l'exercice, contrôle du poids, tout ça, ça devrait être, en fait, ça devrait même pas être accessible. Ce sont des applications qui sont très dangereuses, qui peuvent déclencher des troubles alimentaires aussi, là. C'est vraiment important. Puis on peut se permettre tu sais, l'idée, c'est pas d'envahir puis de dire montre-moi ton cell puis je délite tout ça, là. Mais est-ce qu'on peut, de la même façon tantôt où est-ce qu'on mettait de l'accent sur je m'intéresse à ce qui se passe dans ta vie, je m'intéresse à toi, mais de la même façon, est-ce qu'on peut parler de ton besoin à travers ces applications-là? Donc, dans les messages qui sont à éviter de porter auprès de nos jeunes, est-ce que tu peux en identifier quelques-uns? Bien, définitivement, rien par rapport au poids puis l'apparence. Il y a tellement de sujets de conversation, il y a tellement de choses qu'on peut se dire. Le poids et l'apparence, ce n'est pas un sujet de discussion. La prise de poids, la perte de poids, la forme du corps, t'es belle, t'es laide, rien. Je vais te dire que je t'aime, je vais te dire que je me suis ennuyée, que j'aime ça passer du temps avec toi, que tu me fais rire. Il y a tellement de choses qu'on peut parler. Fait que rien, aucun commentaire par rapport à l'apparence, par rapport au poids, définitivement. J'avais eu dans le passé une patronne si fine qu'elle m'avait dit qu'elle avait des adolescentes à ce moment-là, puis elle leur avait dit si ton commentaire sur l'apparence de la personne ne peut pas amener une modification dans les 10 prochaines secondes, genre, t'as une cochonnerie d'un dent, dis-le, elle peut l'enlever. T'as une crotte de yeux, tu peux le dire. Genre, tu vas être smart. C'est caché, OK. Si ça ne change pas en 10 secondes, tu la fermes. OK. C'est pas fou. Ça faisait du sens de quel droit tu commandes ça. Mais c'est fait souvent sur le couvert de la bienveillance, puis c'est une bonne intention à la base, mais les gens ne comprennent pas assez l'impact que ça a derrière. Donc, puis l'impact, c'est que ça nous maintient toujours dans une espèce de préoccupation collective. Ah oui, c'est vrai, c'est important l'apparence. Ah oui, c'est vrai, c'est important le poids. Il faut qu'on continue de se préoccuper de ça. Ça fait ça comme impact. Puis en plus, ça te donne le message que tu as le pouvoir de contrôler ton poids puis que tu devrais commencer à le contrôler. Ce qui est faux. Alors, ça n'a aucun bienfait. Ça sert à rien. Donc, tout ce qui est image corporelle, poids, on ne touche pas à ça. Tout ce qui est apparence et poids. L'image corporelle, c'est d'autres choses parce que je peux te demander comment ça va, comment tu te sens dans ton corps. Parce que justement, quand on va vouloir faire des interventions plus ciblées là, par rapport à une détresse quelconque par rapport au corps, ce sont des questions qu'on peut poser. Comment tu te sens, toi, dans ton corps? Est-ce que tu en es satisfait? Okay. Comment est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu connais tes besoins corporels? Es-tu capable de cibler quand ton corps te parle? Dis-moi comment tu es capable de répondre à ces besoins-là. Est-ce que c'est difficile pour toi? Toutes ces questions-là, ce sont des questions qui abordent en gros l'image corporelle. Et là, c'est correct. Puis, est-ce qu'il y a une façon qu'on peut, je brainstorm à voix haute, là, aider les jeunes à s'influencer positivement entre eux?
Parce que, tu sais, on le sait, ils s'influencent. Ils partaient un mouvement entre eux de non à ça, tu sais, mais comment on fait pour les amener à ça? Juste arrête de liker tout le temps les photos de tes amis quand elles mettent 150 filtres, tu sais. À la consigne, là. Pas là, être prescriptif, mais à un moment donné, ils font des choses ils ne se questionnent plus sur quoi ils font. Ouais. Ça participe à maintenir tout ça, tu sais. Est-ce qu'il y a des actions individuelles qu'on peut poser qui vont avoir une incidence collective? Bien, je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense entre autres à tous les outils que je donne en conférence quand on veut travailler soi-même son image corporelle. Alors, bouger pour le plaisir, découvrir des façons différentes de bouger. Fait qu'on pourrait faire un exercice en groupe disant, on fait comme un test, puis on trouve une activité qu'on n'a jamais fait. Comme on n'a jamais fait de paddleboard, puis là, on va aller faire de la planche à pagaie, on va aller voir qu'est-ce que c'est. On n'a jamais fait de kayak. Parfait, on va essayer le kayak. N'importe quoi. Il y a tellement de façons de bouger différentes. C'est pas vrai qu'il y en a aucune qu'on n'a jamais faite, là. Fait que ça peut être ça peut être tout ce qui touche l'alimentation intuitive. Est-ce qu'on peut cuisiner ensemble? Est-ce qu'on peut faire un atelier de découverte alimentaire ensemble? Est-ce qu'on peut... J'ai inventé une espèce de trousse il n'y a pas longtemps, puis dedans, j'ai donné un carton qui explique la méthode d'automassage des mains. OK. Est-ce qu'on peut se faire une petite séance d'automassage des mains, de mindfulness ensemble, corporel? Il y a tellement de choses au niveau du groupe que ta question tantôt, c'est est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils s'influencent positivement elles-mêmes? Ça, je pense que ça se fait définitivement. Le ménage de la garde-robe, on s'en va chez une puis chez l'autre, puis on fait comme une espèce de party d'essayage de vêtements, puis on fout tout dans un bac, qu'est-ce qui nous fait pas? Okay. On veut que les normes dans le groupe d'amis changent. Puis on veut que les normes soient justement ce qu'on fait, c'est toutes les actions qui nous mènent vers une image corporelle positive. Et ce qu'on fait pas, c'est tout le contraire. Donc, dans notre groupe d'amis, on ne parle pas du poids. On ne contrôle pas son poids. On peut se soutenir dans... Est-ce que, tu sais, je t'ai entendu tantôt te dire que tu étais vraiment fatigué. Est-ce que tu veux qu'on arrête ici? Peut-être tu pourrais te reposer. On peut se reposer ensemble, écouter une émission ensemble. Alors, on veut être un peu des phares de lumière pour chacun soi. Je ne suis pas capable de le dire, mais entre nous. Ouais. On va comme se surveiller, mais de la bonne façon. Parce qu'on veut... Le projet, c'est vraiment à la base du projet Alterado qui est développé de saines relations à l'ère des réseaux sociaux chez les ados. Mais il y a ça aussi de reconnecter le lien, de ramener à l'essence ce qui est bon pour tout le monde. Là, c'est la base de tout le monde, là, cette relation-là. Puis le bien-être, bien, c'est prendre soin de nous. C'est ça, exactement. Prendre soin de soi, qui est une des composantes de l'image corporelle positive. Prendre soin de soi, c'est d'être capable d'identifier tes besoins corporels et d'y répondre de la bonne façon. Fait que oui, ça fait référence à la faim puis à la satiété, mais ça fait aussi référence aux maux physiques qu'on peut ressentir, à la douleur, à la fatigue, aux besoins de bouger. Aux besoins de réconfort. On a tellement de besoins corporels à tous les jours. Alors, de prendre soin de soi, c'est d'être capable d'identifier ça puis d'y répondre. On pourrait même avoir, tu sais, on parle des comment est-ce que le groupe pourrait s'influencer positivement. La journée, whatever, le mardi, on fait aucun selfie. Ah, ça rime. Le mardi sans selfie. Mardi, c'est très drôle, ça. Puis là, on décide que... Parce que moi, j'ai souvent dit, le fil d'actualité pour l'image corporelle positive, ce n'est pas seulement un fil d'actualité de body positivity, où est-ce que je vais voir des personnes qui vont se photographier sans filtre. Ça l'aide de voir ça. Définitivement, l'être humain a besoin de se reconnaître. Mais on a besoin aussi de voir l'Himalaya, les chats, le lac. Comme on a vraiment besoin de voir autre chose que des corps aussi. Fait qu'on peut avoir une journée où est-ce qu'on fait découvrir à nos amis un paysage, un animal qu'on n'a jamais vu au Québec. Ça peut être n'importe quoi. Ouais. Et je transpose ça dans les maisons des jeunes, puis comment eux peuvent travailler ça avec les intervenants, mais je pense que ça se transpose de la même façon. Là. Exactement. De partir des mouvements comme ça, où on invite les jeunes à faire des mardis sans selfie, puis que mardi, dans votre fil d'actualité, partagez quelque chose que vous aimez, que vous avez découvert, que vous avez aimé, qui vous a repoussé.
C'est ça, Puis là, regarde comme ça devient intéressant parce que je m'intéresse à toi, tu es mon ami, je t'aime, et là, tu me permets de rentrer dans ton monde, tu me mets au courant de tes intérêts, tu me parles de toi, tu te montres vulnérable en faisant ça. C'est bien plus riche que de te voir en selfie avec l'arbre à côté de toi, là. Ouais. Mais à quelque part, je pense qu'il faut qu'il expérimente le hey, ça aussi, ça l'attire de l'attention. Parce que là, pour l'instant, si ton fil d'actualité, c'est juste des selfies, puis que c'est ça qui t'apporte 200 likes à tous les jours, tu sais, c'est ça, là, c'est est-ce qu'ils vont aimer ça, mon contenu? Est-ce qu'ils vont changer? Est-ce que je vais perdre du monde? Puis ça aussi, il va falloir en parler. Puis la réponse est probablement oui. C'est ça. Mais ce monde-là, c'est-tu ton cercle d'amis proche? L'as-tu déjà vu, cette personne-là? T'as connais-tu? Parce que le cercle d'amis, c'est pas vrai qu'il y en a 150, là. Ben non, ben non. Fait qu'on a comme une discussion aussi à avoir sur les personnes importantes pour nous. Mm-hmm. Oui, Puis, c'est la nuance entre le nombre de likes et le nombre de personnes importantes pour toi. Exactement. Tu as envie de partager ça. Oui. Puis dis-moi, tu sais, tu me dis que, je sais pas moi, la jeune a dit que ça l'a vraiment affecté de perdre des likes. Ça se peut, il y a un inconfort, parfait. Dis-moi, tu sais, qu'est-ce que ça l'a changé dans ta vie? Ça a été difficile à vivre. Il y a eu une tristesse, il y a eu un deuil, il y a eu une colère, il y a quelque chose, il y a un malaise qui est vécu. Mais concrètement dans ta vie, là, qu'est-ce que ça a fait, là? Ils vont bien se rendre compte là, que ben, ça n'a rien fait. Tu sais, c'est comme ben, la comparaison, parce que là, dans le fond, ce que ça me fait, c'est que là, elle, je la suis, puis j'essaie de la dépasser dans les likes. Ah, OK! Fait que là, on va pouvoir aller parler de ça. C'est important pour toi de dépasser l'autre au niveau des likes. Puis là, ben, on va revenir à la fonction d'Instagram, me semble qu'il y avait là, que tu pouvais enlever. Là. Comme le monde, ils peuvent liker, mais ils te le disent pas. Il te le dit pas. Oui, oui, c'est ça. C'est cool. Ça n'écrit plus le nombre de likes. Il me semble que c'est ça qui est vu, là. Oui, c'est ça. Le nombre de likes ou quelque chose du genre. Là. On peut le tester. On peut faire un sous-paramètre, là. Oui, oui, oui. On va faire un test pendant une semaine. On clique là-dessus tout le monde, puis on regarde. On fait un avant-après, tu sais, pré puis post. Là. Ça a-tu un impact de ne pas le savoir? Oui, c'est ça, de juste déposer en ligne quelque chose. Mais là, ça ramène à pour qui je dépose. Mm-hmm. C'est quoi le besoin? Je réponds à quel besoin quand je fais ça? Puis tu sais, tout ça ramène à ça. Finalement, c'est depuis tantôt, tout ce qu'on parle, tu ramènes toujours à c'est quoi le besoin, c'est quoi la fonction de ce comportement-là. Mm-hmm. Que ce soit dans la vraie vie ou dans la vie virtuelle, c'est quoi le besoin, puis c'est sur ça qu'on travaille. Oui, puis je pense que c'est applicable à toutes les problématiques. Là, on parle des réseaux sociaux, on parle d'image corporelle, mais c'est des questions, en fait, en intervention que je pose régulièrement. Puis je pense que c'est important, en tant que personne humaine, de se questionner. On revient à de la mentalisation aussi. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton objectif quand tu le fais? On disait tantôt qu'on voulait un consentement libre et éclairé. Si tu choisis de faire ça, c'est parce que tu es conscient des conséquences puis que c'est ça que tu veux comme conséquence. Mm-hmm. Que tu acceptes ces conséquences-là, que ça vient avec. Ben oui, puis pas juste que tu acceptes, que c'est ce que tu veux. Parce que si c'est pas ça que tu veux, puis qu'en toute connaissance de cause, tu le fais pareil, ben là, ça devient intéressant. Là. Tu le sais que c'est ça qui va arriver, puis tu veux pas que ça l'arrive. On est en pensée magique, là. Oui. Donc ça rend très responsable, ce genre de discussion-là. Ben oui. Puis ils sont responsables, sont capables de faire leur choix. Mais des fois, ils manquent d'informations, puis il faut les aider. Fait qu'on revient au bout où est-ce qu'on disait, on mise sur l'information, sur le développement de connaissances. Puis des messages d'emblée, parce qu'on nommait ce qui est à éviter de dire, là, des messages d'emblée que tu souhaiterais que les gens portent envers ces jeunes-là. J'aime beaucoup, en fait, là, je reviens tout le temps à 2-3 bases dans mes conférences puis dans mes suivis. L'alimentation intuitive, c'est une base vraiment importante. La diversité corporelle, une autre base vraiment importante. Puis le poids génétique, vraiment important. Fait que dans le fond, l'important, je pense, c'est que toutes nos interventions, tous nos messages soient tout le temps reliés à ça. Fait que l'alimentation intuitive, là, mettons que je te résume ça en 3 phrases, là, tu manges quand tu as faim, tu arrêtes de manger quand tu as plus faim, tu respectes tes goûts, tu manges de tout. Il n'y a pas de restriction. Tu écoutes ton corps. C'est très intuitif, de là le titre. Poids génétique, le poids majoritairement programmé. Fait que génétiquement, on est programmé à avoir un poids X, puis notre corps, il est tellement intelligent qu'il régule tout ça tout seul. Okay.
ça peut être déréglé. Là. On disait tantôt que c'était complexe, fait qu'il peut arriver des choses, puis que là, ça s'en vient un petit peu plus compliqué. Mais dans le fond, nous autres, ce qu'on a à faire, là, c'est d'apprendre à écouter notre corps, puis on va avoir un poids X qui va être quand même assez stable. OK. Puis la diversité corporelle, c'est la représentation réelle. Le monde est diversifié. On a tous des corps différents, avec des formes différentes, avec des poids différents, avec des couleurs, avec de la pilosité, avec des boutons, avec tout. Fait qu'il faut ramener à « souviens-toi, tout le monde est différent », puis c'est bien correct de même. Fait que je pense que dans des maisons de jeunes, puis justement, il y a beaucoup de maisons de jeunes qui avaient acheté ma trousse parce que, je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils l'ont acheté, là, mais entre autres, dans la trousse, j'ai fait un poster, une affiche, le code de diversité corporelle. Okay. Fait que voici, ça peut être aussi appliqué dans la maison, ça peut être appliqué dans notre groupe d'amis. C'est ça nos règles. Fait qu'on devient un petit peu comme les protecteurs. Alors, quand on entend un message, oups, tu sais, comme on parlait tantôt de commentaires sur le poids, on peut se permettre de dire « Hey, on a dit pas de commentaires sur le poids. Okay. Oh, mais là, telle photo est tellement belle. Ouais, souviens-toi, par exemple, cette photo-là, hyper photoshopée. Elle ne ressemble même pas elle-même. » Fait qu'on a besoin de se ramener à ces phrases-là de diversité corporelle pour se rappeler le modèle unique de beauté, là, il n'existe pas. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire, et avec les jeunes, mais avec les adultes aussi, parce qu'il ne faut pas faire semblant qu'on n'est pas concerné, là. Exactement. Puis je pense que c'est important aussi, quand on fait nos interventions, le but, c'est justement pas d'envoyer comme « ben voyons donc ». Tu sais bien que ça n'existe pas. Non, on est tous concernés. Ça nous a touché tout le monde. Et les études nous le démontrent année après année. La grande majeure partie de la population, peu importe l'âge, va exprimer une forme d'insatisfaction corporelle. Fait que je pense que c'est important qu'on puisse accueillir l'ado, le jeune, peu importe son âge, qu'on puisse accueillir cette détresse-là. C'est pas facile d'avoir un corps qui ne correspond pas au modèle unique de beauté. On est dans une société qui est intolérante. C'est difficile. C'est pas facile à vivre. Une personne qui a un corps différent, c'est difficile. Mais fait qu'on accueille. Mais après, par exemple, je vais te défendre. Parce que ça prend vraiment, peu importe les milieux, une politique de tolérance zéro sur toute forme d'intimidation. Puis on le sait que l'intimidation par rapport au poids, c'est vraiment très fréquent. Alors, je suis capable de t'accueillir, mais je te défends, par exemple. Alors, c'est inacceptable. On va mettre des choses en place pour pas que ça se reproduise. Les maisons de jeunes devraient être un milieu sécuritaire pour tous les corps. Okay. Ça, c'est vraiment important. Fait que c'est très... Mettons que je résume, là, c'est comme si je te disais, je t'accueille, fait que je suis capable d'entendre que tu t'aimes pas, que tu as vécu telle affaire, que tu es vraiment insatisfait de ton corps. Première étape. Deuxième étape, je t'aime. C'est vraiment important. Que peu importe la façon qu'on le dise, allez chercher votre lien avec l'enfant. Même les intervenants, c'est pas un lien de parent-enfant, mais on est quand même des modèles importants. Fait que je t'accepte comme que t'es. Il n'y a rien qui cloche avec toi. C'est pas vrai que ton corps est pas correct. T'es correct. Ton corps est correct. Deuxième étape. Troisième étape, je te défends. S'il est arrivé quelque chose, je vais y aller avec toi, puis on va faire quelque chose de concret. Moi, je répète souvent, on oublie ça, les interventions là, du style « donne-y pas d'attention »,« ignore le comportement ». On oublie ça, ça fonctionne pas ça. Je te défends. Maman lionne, là, elle va te sauter dessus. Bon, c'est une image. Oui, je comprends. Mais je te défends. Donc, de prendre position. Oui. De l'information. On donne la bonne information. On accompagne les jeunes. On les invite à réfléchir, critiquer ce qu'ils voient en ligne, pas comme critiquer péjorativement, mais avoir un regard critique sur ce qu'ils choisissent de regarder, exposer les avantages, les risques, puis leur remettre entre les mains le choix de leur comportement sur les réseaux sociaux en connaissance de cause. Puis on reste en périphérie. Fait que c'est pas comme je l'ai faite, je te l'ai donnée, c'est toi qui l'as entre les mains. Parce qu'il va falloir qu'on revienne là-dessus. Tu sais, souvent, ce que j'entends, c'est « Oui, mais j'y en ai déjà parlé. » Ouais, mais c'est correct, on va y en reparler encore. C'est normal. C'est pas comme un atelier d'éducation, puis là, tout est fini. C'est à faire à répétition. À répétition, je présume qu'à mesure que les âges avancent aussi, il y a des choses qui changent, on change.
le milieu change, la vie, ces réseaux changent aussi. Juste là, et 1 an plus tôt, les réseaux sociaux, il y a des choses qui existent, qui n'existaient pas. Exactement. Puis malheureusement, les réseaux sociaux vont se moderniser, puis il va y avoir autre chose. Là. Aujourd'hui, on parle de ça, mais dans 10 ans, ça sera autre chose. Alors, c'est important de revenir. Puis moi, souvent, je dis, on veut devenir tannant pour les enfants puis pour les jeunes. Moi, je le sais, là, qu'est-ce que tu vas me dire? Là? Tu vas me dire, tous les corps sont beaux. Quand le jeune te répond ça, là tu l'as fait, ta job. Il a internalisé ce message-là. On veut être boguant en humour, là, mais on veut tout le temps répéter la même chose pour que le jeune internalise ce message-là. Que oui, tous les corps sont corrects, puis oui, tous les corps existent, puis ton corps, il est correct comme il est. Il n'y a personne qui attend de toi de modifier ton corps. Merveilleux mot de la fin. Dis-moi, Marie-Michel, peux-tu nous présenter ton livre et où te suivre pour les gens qui veulent aller plus loin? Avec plaisir. Alors, en fait, j'ai plusieurs livres différents. J'en ai 3 aux éditions Midi 30 pour les enfants. Fait qu'on va passer rapidement vu qu'on est avec les jeunes ici. Emma n'aime pas les moqueries sur la stigmatisation et la diversité corporelle. Olivier veut devenir une super machine, image corporelle. Lou aime le dessert, relation avec la nourriture. Pour les jeunes, Romy, qui est vraiment extraordinaire. Romy, c'est une ado qui aimait pas son corps, qui avait beaucoup de détresse associée à ses formes corporelles, à son poids, et on suit son histoire à travers toute sa dernière année de secondaire jusqu'au bal des finissants. Et elle nous met au courant elle a 2 amis dans l'histoire, et elle nous met au courant de ce qui l'a aidé. Alors, il y a beaucoup d'exercices qui sont facilement applicables pour les jeunes puis pour les adultes aussi qui voudraient s'initier avec quelque chose de comme pas trop compliqué puis assez rapide à lire. Puis on voit évidemment que Romy s'en est sortie parce que c'est possible d'accepter son corps définitivement. Alors, aux éditions Midi 30 aussi, Romy accepter son corps à l'adolescence. Et mon tout dernier, de l'insatisfaction à l'acceptation corporelle, développer une relation plus positive avec son corps, qui lui est édité avec qui est publié aux éditions JFD, qui est, mettons, pour les jeunes un petit peu plus vieux et pour les adultes intervenants et tout adulte de ce monde, qui nous résume en 10 chapitres le principal pour comprendre l'image corporelle. Ça vient d'où? Comment est-ce qu'on développe une insatisfaction corporelle? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est quoi le lien avec l'activité physique, l'alimentation? Le poids génétique, j'aimerais ça comprendre, comment ça fonctionne. Les diètes, ça marche-tu? Ça marche-tu pas? Pourquoi? Et plein d'interventions pour améliorer la relation à son corps. Je suis sur Facebook et Instagram. J'aime dire que mes pages sont sécuritaires pour l'image corporelle. Alors, c'est MM Ricard, PSED, pour Marie-Michel Ricard, psychoéducatrice. Et puis, ma plateforme, acceptersoncorps.com, vous allez trouver tout ce que j'ai développé. Mais merci beaucoup. Merci d'avoir pris ce temps-là. C'est précieux. C'est un sujet qu'il faut parler encore et encore et encore. On ne le dira jamais assez. Définitivement. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Bien, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Toi aussi. Vous venez d'écouter Connecté. Ce balado a été créé dans le cadre du projet Alterado, présenté par le Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec et financé par le Secrétariat à la jeunesse. Connectés ensemble pour des liens solides.